Tu as repris le sport, tu as des petites douleurs qui arrivent et quand tu vas voir ton médecin, il te dit: «Hop, hop, hop, arrête-toi. Tu as des tendinites, il faut surtout faire du repos et prendre des anti-inflammatoires». Aujourd'hui, je vais t'expliquer que ça, c'est complètement débile et qu'il y a d'autres solutions qui sont beaucoup mieux de nos jours. Pour ça, je discute avec Alexandre Germain, kiné du sport pour l'équipe de France de football, mais aussi formateur pour notre kiné et on va t'expliquer ensemble les causes de ces tendinopathies, comment les éviter, mais surtout comment agir quand tu vas arriver à avoir des tendinopathies. Donc j'espère que tu es prête. On se retrouve tout de suite. Merci encore beaucoup, Alexandre, de venir. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais te laisser te présenter tout simplement pour que les femmes qui regarderont un petit peu cette vidéo sachent quitter. Écoute, moi je suis Alexandre Germain, je suis kiné du sport, ça fait bientôt 30 ans que j'exerce. Aujourd'hui, on va dire que j'ai une triple casquette, on va dire. Une où je suis encore clinicien au centre de kiné du sport de la Sauvegarde à Lyon, qui regroupe différents praticiens, du chirurgien au médecin, à l'ostéo, enfin une équipe pluridisciplinaire pour prendre en charge au mieux nos patients, avec une grosse spécialité sur le membre inférieur en traumatologie et en l'occurrence sur les lésions musculaires et encore plus le ligament croisé antérieur, qui est vraiment mon gros dada aujourd'hui. Une autre casquette qui est l'équipe de France de football depuis bientôt 10 ans aujourd'hui. Ça, c'est la casquette haut niveau, on va dire. Et puis une dernière qui est la formation à travers différents organismes, dont le mien qu'on a créé il n'y a pas longtemps avec mon associé, qui s'appelle Réathlétique et qui a pour but d'essayer de transmettre un peu toute la compétence et surtout l'expérience qu'on a pu accumuler depuis des années et essayer de le retranscrire aux kinés pour qu'ils aient une meilleure pratique, qu'ils gagnent du temps dans leur quotidien. Ouais. Et aussi, du coup, formateur à la clinique du coureur, parce que je t'ai connu par là quand j'ai fait la formation avec toi et Sébastien, Oui. où du coup, tu peux former aussi des coachs comme moi, parce que c'est vrai que pour Réathlétique, il me semble que c'est que pour les kinés. Et, Ouais, Ratelic, c'est plutôt kiné, préparateur physique et médecin. Et puis, évidemment, la clinique du coureur, qui est aujourd'hui un organisme plus que reconnu en course à pied, qui intervient pour former des kinés, des médecins, des coachs, des préparateurs physiques pour les meilleures pratiques en course à pied. Hmm, c'est vraiment une super école, j'adore. Et aujourd'hui, j'avais envie voilà, de te faire intervenir parce que du coup, quand j'ai suivi ta formation, j'ai beaucoup aimé la manière dont tu approches les choses. Et je voulais te faire intervenir parce que on entend énormément de choses sur la blessure, les raisons de ces blessures-là et aussi le traitement de ces blessures. Et il y a certaines choses où je suis pas toujours d'accord. Et pour le coup, ce que tu me disais était pas mal en résonance avec moi, ma manière de faire et ma manière de penser. Donc c'est pour ça que j'avais envie de te faire intervenir. Et ça fait du bien de faire intervenir un collègue qui est plus dans le milieu médical. Et du coup, je voudrais qu'on parle un petit peu du coup sur les raisons des blessures qu'on peut avoir. Alors, pour le haut niveau, pas forcément, mais plus pour des personnes, on va dire, loisirs récréatifs. Ouais, écoute, je dirais que là, avec un grand L majuscule, principale cause des blessures, elle est en lien vraiment avec la surcharge. Mais ça vaut pour le haut niveau et ça vaut comme le niveau amateur. La surcharge d'entraînement est souvent incriminée et en lien avec la survenue de blessures. Surcharge par le fait que soit je débute, je commence une activité, je la commence trop fort, soit je pratique déjà une activité et je l'augmente de différentes manières, que ce soit par le volume, par l'introduction d'intensité, par le changement de type de terrain. Je passe de la route au trail, ou du trail à la route, ou de la route au cross, qui font que euh, il y a un changement. Et le changement est dans la grande majorité des cas en lien avec l'apparition de blessures. Donc, avant de vouloir s'intéresser à d'autres mécanismes qui peuvent amener à la blessure, mais qui sont minoritaires, il faut vraiment s'intéresser à l'essentiel. Et on dit toujours, on a pour habitude de dire que pas de changement égale pas de blessure. Et donc, il faut identifier le changement. Et dans 80-90% des cas, il y a un changement qui s'identifie. Et c'est ce changement dont il faudra tenir compte pour, en l'occurrence, expliquer la blessure, mais aussi voir comment on va pouvoir l'aborder et la traiter pour s'en sortir.
Ouais, dans la majorité des cas, du coup, de ce que tu dis, c'est pas, entre guillemets, le faux mouvement ou la petite goutte d'eau qui crée vraiment la blessure, mais c'est plus, on va dire, une accumulation des fois de trop vite, trop fort, et le corps est pas habitué, et donc du coup, bah, au bout d'un moment, il dit stop. Exactement. Alors après, c'est sûr, ça paraît un peu réducteur comme ça, mais pourtant, dans la réalité, dans la pratique, c'est ce qu'on rencontre dans la majorité des cas. Alors, on dit changement, mais ce changement, il peut être en lien avec l'entraînement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais il peut y avoir aussi d'autres sphères qui interviennent, comme la sphère professionnelle, la sphère familiale, la sphère biopsychosociale, où bah, ça peut être aussi à l'origine de surcharge. Je peux ne rien changer dans mon entraînement, mais dans mon activité professionnelle, il peut y avoir un changement qui engendre une surcharge et cette surcharge vient se rajouter à l'entraînement et amène potentiellement la blessure. Ouais, Donc tu changes de travail, tu as un enfant, tu as un animal qui est malade ou quoi d'autre, et ça perturbe ton sommeil, ou ce genre de choses. Les charges externes peuvent autant impacter que les charges internes. exactement, ce qui fait qu'il faut vraiment tenir compte de cela et comme tu l'évoques, hein, il y a la charge externe, il y a ça, c'est des choses qu'on peut, facilement enfin, essayer de maîtriser, à travers différents outils. Et vous, coach, vous avez la main mise sur ça, sur ce que vous allez appliquer sur votre coureur en termes d'entraînement. Mais il y a aussi, bah, comme tu disais, le boulot, une naissance, un décès, un nouveau boulot, un problème familial, enfin bon, tout un tas de choses qui viennent se greffer. Et puis après, bah, il y a les réactions à ces charges externes, à savoir la charge interne, c'est comment je dors, comment je mange, comment je récupère à ces charges-là. Et ça peut être aussi un facteur qui amène à la blessure. Je dors moins bien, je mange moins bien, bah, j'encaisse moins bien les charges, et pourtant elles n'ont pas changé. Si ce n'est que bah, il reste un petit résidu qui s'accumule et qui à un moment donné fait déborder le vase et amène à la blessure. Donc c'est surtout ça qu'il faut arriver à identifier chez son patient coureur ou sportif, Mm. arriver à voir où il y a eu un changement et puis de voir si potentiellement il est en lien avec, en termes de délai, en termes de timing, s'il est en lien avec l'apparition des blessures. Et une fois que la blessure est là, bon, même si c'est normalement ça devrait pas être la norme, mais une fois que la blessure est là, du coup, quelles erreurs tu vois toi fréquemment de par le passé, et de par ton expérience, qu'on voit peut-être encore pour le coup. Ah, les plus grosses erreurs, bah, elles sont assez simples, hein. C'est-à-dire que, on vit malheureusement encore sur des croyances et on sait qu'aujourd'hui, bah, les croyances, avant qu'on s'en défasse, il faut bien une quarantaine, cinquantaine d'années. Donc, déjà, il y a 2 choses, il y a 2 f 2 manières, enfin, il y a une manière d'aborder, mais avec 2 phases différentes. Il y a, une phase qui est la phase, aiguë, qui est la phase, inflammatoire, où le tissu réagit à une agression. Celle-ci, généralement, on a pour habitude de dire que cette, phase-là, il faut laisser le tissu au repos. Il a été agressé, eh bien, on lui fout la paix et le corps, il a tout ce qu'il faut pour, heu, pour développer cette réaction inflammatoire qui est capitale. Il ne faut pas la voir d'un mauvais œil, cette réaction inflammatoire, elle est même capitale, donc il ne faut pas chercher à vouloir la casser, au contraire. Elle est là et tant mieux et elle va être à l'origine des prémices d'une bonne cicatrisation. Donc, on dit toujours, c'est le bon mode au bon moment, phase aiguë, la zone a subi une surcharge, je lui fous la paix et je laisse l'inflammation, se développer justement pour poser les bonnes bases. Et puis une fois que cette phase inflammatoire est passée, et bien là, on va commencer justement à venir solliciter le tissu pour justement, guider, la cicatrisation et faire en sorte que la cicatrisation soit optimum et amène à un tissu qui soit, de nouveau en mesure de répondre à des contraintes, en termes d'amplitude, en termes de charge, en termes de vitesse, à savoir celle du terrain. La problématique du moment, depuis des années, c'est que, heu, le repos, bah, il n'est pas appliqué de la bonne manière, il est appliqué de manière trop prolongée. Ce qui fait que, eh bien, le tissu, on n'optimise pas sa cicatrisation et puis, bah, une fois que ce repos est passé, bah, quoi qu'il en soit, le tissu, il va cicatriser, mais il va pas cicatriser, de la meilleure des manières possibles et là, la deuxième erreur qui se crée, c'est qu'on reprend, le sport et on le reprend de manière, non dosée, non progressive et ce qui fait que, bah, le tissu n'étant pas adapté, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a de bonnes probabilités que ça relâche et donc du coup, bah, on rentre dans une chronicité de la blessure qui fait qu'on est dans l'alternance, repos, reprise alors que le repos, oui, mais sur un temps, court et des exercices, pour, justement faire en sorte que cette cicatrice soit plus solide et que je puisse reprendre le sport dans des bonnes conditions, sous réserve de le faire de manière progressive et cette progressivité-là, elle n'est pas respectée
Ce qui fait que bah, on tombe dans des phases chroniques ou des phases inflammatoires chroniques. On peut avoir des cicatrices musculaires, par exemple, qui sont des cicatrices inflammatoires chroniques, tout simplement parce que l'inflammation, elle est là, comme je disais tout à l'heure, elle est importante. Mais quand on réagresse le tissu trop tôt, bah, on recrée une inflammation. Et puis, quand on le réagresse encore de nouveau, bah, on recrée une inflammation. Et l'inflammation, elle est là, et normalement, sur un temps donné pour poser les bases. Et le problème, c'est que quand on fait que réagresser, bah, l'inflammation, elle fait que se perpétuer. Et c'est ce qui fait qu'on est face à des douleurs inflammatoires chroniques et qui ne devraient pas être là. Et donc du coup, pour moi, une inflammation qui perdure, déjà, ça doit nous laisser évoquer qu'il y a une reprise qui était trop tôt, il y a une reprise qui était trop forte, et que le tissu, on ne lui laisse pas bah, le temps et les moyens de cicatriser correctement. Mm. Ouais, l'erreur fréquente, c'est voilà, le repos complet, t'as mal, repos complet, et après bah, tu reprends comme en l'an 40. Le problème, c'est que bah, tu as déjà fait une surcharge et on sait que l'entraînement là n'est pas adapté, mais tu reviens exactement au même, tu te refais mal, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, bah, tu t'abandonnes un petit peu. Exactement. Donc en gros, le repos, oui, mais sur un temps court, pour laisser la phase inflammatoire passer. La phase inflammatoire, il ne faut pas l'avoir d'un mauvais œil, il faut l'avoir d'un très bon œil, sous réserve qu'elle soit managée. Et surtout pas de prise anti-inflammatoire en phase aiguë, parce que quand vous prenez un anti-inflammatoire, bah, vous allez agir contre une inflammation qui est une réaction naturelle du corps. Et en prenant un anti-inflammatoire, bah, en fait, on casse les prémices d'une bonne cicatrisation. Donc voilà, ça c'est les grosses erreurs déjà à pas faire. Et puis surtout, une reprise progressive, dosée, accompagnée par un professionnel, qui fera que bah, la cicatrisation sera optimum et fera que bah, la reprise sportive se fera dans les meilleures conditions. Et ça me fait plaisir que tu casses ce mythe de l'anti-inflammatoire parce que c'est vrai que même moi, quand j'ai eu des fois des blessures par une surcharge d'entraînement, c'était voilà, anti-inflammatoire, de la glace, du repos et après tu reprends. Tout ce qu'il Et, ne faut pas faire. et du coup, ouais, c'est en rentrant à la clinique du coureur du coup que du coup tu m'as dit ça. Je dis ah mais oui, mais c'est pas con quand même. Ça se tient quand même comme histoire. Ouais. Et donc aujourd'hui, si tu veux, l'anti-inflammatoire, par exemple, en prise aiguë, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jamais prendre d'anti-inflammatoire, il faut les prendre pour les bonnes raisons, au bon moment, sous réserve que ça se justifie, bien évidemment. Mais une chose est certaine, c'est qu'il ne faut pas le prendre en phase aiguë. Le corps, il est bien fait, il a tout ce qu'il faut pour travailler et pour cicatriser. Et ça, aujourd'hui, d'un point de vue littérature scientifique, ça fait 20-25 ans qu'on sait qu'il ne faut pas prescrire anti-inflammatoire en phase aiguë. Et pourtant, c'est encore malheureusement trop pratiqué. De moins en moins prescrit par les médecins parce que bah, le temps que la bonne information diffuse à la base, on sait qu'il faut à peu près 15, 20, 25 ans pour que ça soit communément pratiqué de tous. Mais aujourd'hui, il y a un fléau qui est l'automédication, quoi. Ouais, bah, on peut avoir de l'ibuprofène sans ordonnance et les gens se posent pas la question. Donc, si vous avez mal, bah, prenez pas un anti-inflammatoire. Si vous avez mal, bah, c'est une douleur, donc vous prenez un antalgique qui, en termes de bénéfice-risque, aura des bénéfices sur la douleur, mais n'aura pas de risque sur le fait de casser la mise en place d'une bonne cicatrisation. Et la douleur, elle est là pour dire, bon, ben voilà, il y a eu quelque chose, il faut que tu lèves le pied à ce niveau-là, et c'est pas voir ça d'un mauvais œil, au contraire, ça peut être un très bon rappel par moment. C'est un guide. La douleur, c'est un guide qui nous fait Mm. dire, bah, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux pas faire, et voilà il y a comment on va pouvoir doser les choses. Donc, c'est un très bon guide, il faut le voir d'un bon œil, euh, sous réserve qu'on le guide bien et qu'on soit très progressif dans la sollicitation. Et du coup, dans cette phase aiguë, du coup, où il y a eu cette inflammation aiguë, donc on sollicite pas la zone, bon, ce qui semble logique, on va pas réirriter un tissu qui est déjà inflammé. Est-ce qu'on peut travailler par contre, bah, du coup, d'autres zones où c'est vraiment repos total? Ça dépend du type de blessure, mais généralement, la grande majorité des cas, la blessure qui arrive sur des tissus mous va engendrer une réaction inflammatoire de quelques heures, quelques jours. Et je serais tenté de te dire qu'à un moment donné, il faut aussi écouter les signaux du corps. À un moment donné, quand tu te blesses, c'est qu'il y a une surcharge. Donc à vouloir recommencer trop vite, trop fort, ce qui peut être un peu la tendance actuelle, il faut pas se tromper d'objectif. C'est-à-dire il faut écouter aussi son patient, il faut écouter ses symptômes. Il s'est blessé, il est en surcharge. Donc à un moment donné, bah, foutez-lui la paix, quoi. Donc mettez la zone au repos et mettez même limite l'athlète entre guillemets au repos. Donc ça ne veut pas dire le mettre au repos pendant une semaine, 15 jours, loin de là, mais quelques jours, de façon d'une part qui digère sa blessure, et puis aussi qu'on commence à optimiser sa récupération. Parce qu'il est en surcharge, donc bah, il faut aussi l'aider à mieux récupérer. Donc ça fait partie aussi du truc. Après, bien évidemment, il faudra s'occuper de la zone
pour guider la cicatrisation, mais il faudra aussi surtout ne pas délaisser le reste au risque que que le sportif se désadapte d'un point de vue global et que Mmh. effectivement, bah, s'il se désadapte d'un point de vue global, bah, on aura affaire à une autre problématique au moment de la reprise. Il aura un tissu solide et cicatrisé, mais il aura un corps complètement désadapté et donc là, on s'expose encore à un nouveau risque de reprendre trop vite, trop fort, pas par rapport à la blessure, mais par rapport à son niveau physique général et Mmh. si on reprend trop vite, trop fort sur un niveau physique général qui est faible, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On risque d'être encore dans la surcharge. Donc de se blesser de nouveau, soit sur la même zone ou soit ailleurs. Donc c'est une approche globale. Il faut tenir compte de la zone blessée, il faut tenir compte de la globalité du corps et de faire en sorte de solliciter et la zone et le corps en général pour essayer de maintenir au mieux ou de faire en sorte de perdre le moins possible ses aptitudes physiques. D'accord, donc du coup, en résumant, du coup, sur la phase aiguë, partir sur, si je comprends bien, ben, peut-être les autres charges externes donc ou internes, donc peut-être venir moduler et être plus vigilant sur, bah, l'alimentation, sur le sommeil, sur les habitudes de vie qui vont me permettre du coup, ben, de pouvoir favoriser ce processus de cicatrisation et après, une fois la phase aiguë passée qui va durer, voilà, quelques jours, ben, remettre, en charge, mais progressivement, en étant guidé et ne pas oublier le reste du corps. Parce que, ben, oui, il va y avoir cette douleur-là, mais il faut continuer à mettre une charge sur le reste du corps, question qu'il y ait pas une désadaptation, en fait, d'un autre côté et que, potentiellement, il y ait une autre blessure. Donc, il y a ouais, effectivement, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect mécanique de la zone, tissulaire et puis il y a l'aspect, physiologique, sur le côté cardiovasculaire, par exemple et il faut entretenir moi je dis toujours, il faut faire en sorte de restimuler, le moteur, le cardiovasculaire et de restimuler et d'entretenir le côté mécanique, le tissu, le muscle, le tendon, le cartilage, l'os et tout ça, il faut que ça soit stimulé, heu, de manière associée et adapté et donc ce qui veut dire qu'on peut utiliser, par exemple, des activités de transfert, j'ai une lésion, par exemple, du mollet, je ne peux plus courir, bah, rien ne m'empêche de faire une sollicitation mécanique plus douce et une sollicitation physiologique intéressante comme le vélo elliptique ou autre. Mmh. C'est ce qu'on appelle les activités de transfert. Yes. Et une question que j'y avais pas pensé, mais qui peut être intéressante, et alors je la poserai à Sébastien parce que je compte bien l'avoir aussi. Mais il y a encore cette croyance-là de, voilà, quand on est en surpoids, quand on est en obésité, faut faire très attention sur toutes les activités physiques, pas courir, pas solliciter trop le corps, parce que c'est dangereux, parce que c'est mauvais pour les articulations, et que en fait, quand on est en surpoids, en obésité, voilà, le sport, c'est que du doux, 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 parce que sinon on va se blesser. Alors, oui, c'est du doux, mais encore une fois, c'est du doux adapté. Donc, c'est bon, déjà, d'une part, si on parle d'obésité, allons au bout des choses, aujourd'hui, c'est quand même un problème sociétal et Mmh. sur lequel il y a malheureusement encore des croyances sur ce sujet qui sont pas fondées, au contraire. Donc, l'obésité en partie, bah, elle est en lien avec l'alimentation qui est pas de moins en de moins en bonne qualité, aujourd'hui et en termes de quantité qui est pas du tout, adaptée non plus. Et puis en lien aussi avec la sédentarité. C'est 2 problèmes qui s'associent, c'est-à-dire que d'un côté, je mange trop et mal et de l'autre côté, il n'y a pas que ça qui est en origine de l'obésité, qu'on soit bien Mmh. d'accord, mais dans la grande majorité des cas, c'est je mange trop et mal et en plus de ça, je fais de moins en moins d'activité. Donc d'un côté, j'apporte beaucoup d'énergie et de l'autre côté, j'en dépense pas. Donc obligatoirement, bah, ça se traduit par une prise de poids. La prise de poids, bah, en fait, si on prend déjà les 2 potentielles origines de cette problématique, bah, d'un côté, il va falloir que je refasse un peu plus d'activité pour dépenser un peu plus d'énergie et puis de l'autre côté, bah, peut-être qu'il faudra que j'en apporte aussi un peu moins ou mieux, pour équilibrer ces choses-là. Malheureusement, par rapport à cela, si on prend la course à pied, c'est vu d'un mauvais œil, parce que c'est soi-disant une activité qui est traumatique. Oui, elle est traumatique sous réserve que je le fasse n'importe comment. Mais à partir du moment où je le fais de manière dosée, et dosée, bah, ça peut tenir compte du temps que je vais courir, ça peut tenir compte de la vitesse à laquelle courir, ça peut tenir compte de la fréquence à laquelle je vais courir. Et en ça, bah, si on dose bien ça, en aucun cas elle est pas agressive. Elle va venir solliciter le tissu, mais elle va venir le solliciter de manière adaptée en fonction de ce qu'il est capable de supporter. Et si je mets pas un peu d'activité à un moment donné, bah, comment peut-on équilibrer, la balance apport d'énergie, dépense d'énergie? Ça peut se compléter avec du vélo, avec d'autres activités moins contraignantes, mais la course à pied, il faut pas qu'elle soit vue d'un mauvais œil. Au contraire, aujourd'hui, on sait que la course à pied, par exemple, n'est pas, délétère pour le cartilage. Et pourtant, tout le monde pense que la course à pied, c'est le facteur qui amène à l'arthrose.
Aujourd'hui, on a assez de recul pour savoir que l'arthrose, elle est en lien avec quoi? Elle est en lien avec une pratique d'activité physique et sportive trop importante, mal dosée, trop chargée. Donc oui, ça peut devenir mauvais quand on le charge mal, ça c'est certain. Mais en proportion égale, on retrouve autant d'arthrosiques chez les sédentaires que chez les sportifs qui pratiquent en trop forte quantité. Par contre, au milieu de tout ça, bah, tu as le coureur qui, lui, court depuis des années, de manière dosée, régulière, sans changement radical dans son entraînement. Et lui, au contraire, il a une qualité cartilagineuse qui est bien meilleure que les autres. Ce qui nous fait dire que le cartilage, eh bien, en fait, il réagit aux contraintes qu'on lui soumet et il est capable de s'adapter à ces contraintes-là et de bien s'adapter à ces contraintes-là. Donc, le trop, c'est pas bon, le pas assez, c'est pas bon, mais la course à pied en elle-même n'est pas délétère. Et je le dis bien haut et fort, n'est pas délétère, sous réserve de la commencer de manière adaptée en fonction de là où je pars, de ce que je suis capable de faire. Si j'ai jamais couru, c'est clair que n'allez pas commencer par 15 minutes de course à pied, parce que ça va être trop important. Et du coup, ça va se retourner contre vous, ça va générer des douleurs, et qu'est-ce qu'on va arriver à quelle conclusion? De dire: «Ah bah voilà, je vous l'avais dit, la course à pied, c'est pas bon pour les articulations». Alors que non, si vous commencez de manière très dosée, très progressive, avec le temps, votre corps va s'adapter, il va devenir plus tolérant et ça va devenir un très bon outil, un très bon allié pour une bonne santé générale. Donc voilà. Ouais, mais tout à fait d'accord avec toi et oui, bah, la plupart du temps, ces blessures-là viennent du nouveau du trop vite et des croyances qu'on a pour courir, faut courir forcément 10, 15, 20, 30 minutes. Pour faire telle activité, je suis obligé de tenir tant de temps, alors que, pas forcément, pas du tout et on peut très bien alterner et mixer le renfort, la course, la marche et toutes ces pratiques qui vont te permettre, du coup, de diminuer l'intensité, de diminuer la charge globale et après, il suffit d'être régulier et progressif pour pouvoir augmenter par la suite. C'est sûr. Et aujourd'hui, malheureusement, souvent les gens ont de bonnes intentions de refaire l'activité physique parce que de plus en plus on la met en avant par rapport à tout un tas de problématiques de santé générale, parce que ça touche la santé en général. Et on promouvoit l'activité physique. La course à pied peut en faire partie et je dirais même devrait en faire partie, mais encore une fois, c'est mal débuté. C'est mal débuté parce que je pense que les gens, bah, commencent dans leur coin, qu'ils ne se font pas conseiller par des professionnels, comme un coach, comme un personnel médical, pour leur donner les bons tips, de façon à ce que ça se passe le mieux possible. Aujourd'hui, sur sur, les débutants en course à pied, vous avez à peu près dans les premiers mois qui découlent suite à leur reprise, vous avez un coureur sur 2 qui se blesse. C'est pas normal et on va arriver à la conclusion qui est trop facile de dire: «Bah, voilà, la course à pied, c'est pas bon, on se blesse». Non, la course à pied, elle est très bonne, mais il faut qu'elle soit accompagnée de professionnels et qu'elle soit bien dosée et vous vous blesserez pas plus que voire même moins que si vous êtes dans votre canapé à regarder la télé, à rien faire. Ouais, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et petite question, parce que toi, tu vas le maîtriser mieux que moi. Où trouver, du coup, où te retrouver toi et où retrouver, si on cherche des kinés et des professionnels qui sont compétents, qui sont qualifiés et qui vont permettre de faire des reprises de qualité ou alors tout simplement de pouvoir gérer des blessures. Bah, après tout dépend, je dirais que déjà, alors si on prend le sport en général, bah, faites-vous conseiller, par un médecin du sport, un kiné du sport, des gens qui connaissent, la blessure, qui connaissent la prévention en lien avec le sport. Si possible, quelqu'un qui pratique votre sport, c'est quand même mieux. Et puis, après si on axe maintenant sur le sport le plus pratiqué qui est la course à pied, eh bien aujourd'hui, la clinique du coureur apporte quand même de bons éléments via son site. Car vous pouvez retrouver, tous les praticiens, kinés, médecins, coachs, pour avoir un bon programme, qui sont référencés sur le site, géolocalisés et donc dans votre région, vous tapez, kiné, vous tapez, coach et formé et donc du coup, formé aux bonnes pratiques de la course à pied en termes de prévention et de prise en charge et là, vous trouvez quelqu'un qui aura la compétence et potentiellement l'expérience en fonction des années qu'il aura de pratique pour vous prendre en charge et là déjà, bah, vous aurez déjà des bonnes bases. Yes, mais ça, ouais, j'avais regardé et franchement, il a l'air vraiment complet. Je mettrai le lien en description. Merci beaucoup. Je sais que ton temps est précieux, donc je vais pas te monopoliser plus. Est-ce que tu as un mot pour la fin à rajouter, quelque chose à dire? Dis-moi. Je te laisse carte Ah blanche. bah, déjà écoute, merci pour ton invitation, c'est toujours un plaisir
communiquer autour du sport et de sa bonne pratique surtout. Donc, faites du sport, restez pas dans un état sédentaire parce qu'on sait que c'est pas bon aujourd'hui et ça, c'est du domaine public et de la santé globale. Donc, faites du sport et pour bien le faire, faites-vous accompagner de professionnels pour que ça se passe de la meilleure manière possible et que vous soyez pas amené à vous blesser. Moi, je préfère voir quelqu'un qui vient me voir avant de commencer l'activité pour pas qu'il se blesse que de le voir blessé. Il n'est jamais trop tard, comme on dit, mais vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, faites du sport, mais faites-le bien, bien dosé. Et à partir de là, vous serez mieux, et physiquement, et mentalement, et ça sera mieux pour votre espérance de vie. Donc, faites du sport. Bon, j'espère que tu l'auras compris. La blessure, déjà, c'est juste que tu y allais trop vite, trop fort. Maintenant, si ça arrive, eh ben oui, pendant 1 ou 2 jours, que tu foutes la paix à ton articulation, à ta douleur, oui, c'est tout à fait normal. Mais par contre, après, il faut remettre en charge, il faut rebouger. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et t'aura permis de comprendre les raisons et surtout savoir quoi faire. Mais aussi, si tu veux reprendre dans de bonnes conditions l'activité physique pour pouvoir perdre du poids et ça correctement, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour pouvoir participer à mon challenge de 21 jours qui est complètement gratuit et où je pourrai t'aider au cours des séances à mettre les choses en place progressivement. Si tu veux avoir un peu plus d'informations sur le contenu d'Alexandre, n'hésite pas, clique sur le deuxième lien en description. Tu retrouveras aussi sa page Instagram. Je te souhaite une belle journée, mais surtout, arrête d'enfiler des perles.